Une nuit de 2017, les habitants de Startown sont confrontés à un phénomène étrange. Alors que les gens rentrent du travail, il commence à pleuvoir à verse, mais quelque chose ne va pas. Contrairement à une pluie normale, l'eau de cette pluie a été pillée. Cela effraie les gens et ils se précipitent pour se mettre à l'abri. Au milieu de tout cela, un mystérieux homme à la guitare se tient à l'extérieur d'un magasin, regrettant d'avoir dû vérifier les prévisions météorologiques avant de sortir. Malgré cela, il profite de la vue et voit des femmes courir avec leurs vêtements transparents. Il décide alors de se remettre au travail. Mais en s'installant, il s'aperçoit que son chat fait la sieste. Il l'attrape alors par la queue et lui ordonne d'arrêter de se relâcher et d'être plus professionnel. Furieux, le chat sort ses griffes pour attaquer l'homme, mais il doit reculer car l'homme s'en aperçoit qu'il n'y aura pas de nourriture s'il ne travaille pas. Lorsque le chat s'en rend compte, son expression change du tout au tout, et elle affiche une pancarte Praro Faso en Helsinging. Pendant ce temps, un étrange gruau laisse tomber quelques pièces sur la tête du chat. L'homme lève les yeux vers elle et lui demande quelle chanson elle aimerait qu'il joue à l'improviste. Un éclair l'aveugle et lorsqu'il ouvre les yeux, il s'aperçoit que la jeune fille n'est plus là. La jeune fille, quant à elle, s'apprête à entrer dans un bâtiment où plusieurs cadavres gisent à côté de la porte. La jeune fille regarde son étrange montre et active le système de détection. Elle entre ensuite dans le bâtiment et se dirige directement vers la salle de contrôle des ordinateurs, ignorant tous les cadavres qui l'entourent. À l'intérieur de la pièce, elle remarque qu'un ordinateur fonctionne toujours avec la base de données d'un homme. Alors qu'elle observe la base de données, une créature ressemblant à un zombie lui tend une embuscade par derrière. La jeune fille se retourne brusquement et attrape le zombie par le bras, en l'écrasant sur le sol. Un mystérieux gaz rouge sort alors de la bouche du zombie, accompagné d'un rayon laser visant la jeune fille. Sans perdre de temps, la jeune fille active God Invasion, et soudainement, une barrière apparaît devant elle, la protégeant des rayons. La jeune fille procède alors à l'anéantissement de l'ensemble de l'installation. Le lendemain matin, alors que Gushingé s'apprête à se rendre à l'école, il demande à sa tante et à son oncle un peu d'argent pour le voyage scolaire. Sa tante s'emporte contre lui en déclarant qu'elle vient de payer ses frais de scolarité et qu'il veut maintenant plus d'argent. Son oncle tente de la calmer, en lui expliquant que le voyage scolaire n'a lieu qu'une fois par an, et qu'il devrait être autorisé à y participer. Il rassure ensuite Gu en lui disant qu'il trouvera l'argent d'une manière ou d'une autre. Déçu, Gu quitte la maison en criant qu'il ne veut pas partir. Sa tante l'avertit qu'elle lui a donné la carte de crédit pour payer les factures et qu'il doit s'abstenir de faire de l'humour. En partant, il l'entend l'insulter et lui dire qu'elle l'aurait mis à la porte s'il n'y avait pas eu sa grand-mère. Ensuite, alors qu'il est assis tout seul à l'extérieur de l'appartement, il résout un cube de rhumatisme. Il pense à sa grand-mère. Il se souvient de la fois où des enfants à l'école l'ont malmené. Ils l'ont traité de sauvage, et quand Gu a essayé de répliquer, l'un d'entre eux l'a repoussé, déclarant qu'il n'était qu'un enfant sauvage dont personne ne voulait. Entre-temps, sa grand-mère apparaît sur les lieux, et tous s'enfuient en le laissant derrière eux. S'enquérant de ses blessures, Gu se met à pleurer, et lui dit que les gens se moquent de lui, disant qu'il a été ramassé dans la rue, et qu'il est un enfant sauvage dont personne ne veut. Grand-mère le rassure cependant en lui disant qu'il est son avant-dernier petit enfant, et qu'il a 4 oncles qui s'occuperont de lui. Puis elle lui tend un Rubik's Cube, et lui propose de le ramener chez lui à dos de cochon. Gu se réjouit, et demande à sa grand-mère de lui chanter une chanson, ce qu'elle accepte. Sur le chemin du retour, elle s'endort sur l'épaule de sa grand-mère. Cependant, après un certain temps, sa grand-mère meurt, et tous ses oncles commencent à se disputer pour savoir qui s'occupera de Gu. Ils ont été ravis d'apprendre que la grand-mère de Gu avait laissé un testament stipulant qu'il devrait s'occuper de lui, s'ils veulent avoir une part de l'héritage. Finalement, il a été décidé qu'ils s'occuperaient de lui à tour de rôle, à raison d'une année par foyer. Après tout cela, Gu se rend à son école et s'arrête en chemin à l'hôpital où travaille son grand-oncle, pensant qu'il aura peut-être un peu de temps libre cet après-midi pour l'accompagner au mont Ham. En entrant dans l'hôpital, il remarque que son oncle parle à des infirmières d'une réunion à Shanghai. Son oncle le remarque également et s'interroge sur sa présence. Alors que Gu s'apprête à répondre, son oncle l'interrompt en déclarant que son second oncle a dû lui dire de lui rendre visite car sa maison va être rénovée le mois prochain et qu'il veut qu'il l'aide. Gu lui dit qu'il ne vient pas au nom de son deuxième oncle, ce qui calme son grand-oncle qui le rassure en lui disant qu'il peut lui rendre visite quand il le souhaite, commentant qu'il est irrité par son deuxième oncle qui essaie toujours de trouver des excuses alors qu'il s'était mis d'accord sur un placement en famille d'accueil d'1 an par personne. En entendant cela, Gushingé se ravise et dit à son oncle qu'il ne faisait que passer et qu'il voulait le voir. Son oncle s'excuse en lui disant qu'il est très occupé cet après-midi et qu'il l'invitera à dîner un autre jour. En attendant, la mystérieuse fille que nous avons vue au début sort de l'ascenseur
et se heurte à Gu qui s'approche de l'ascenseur. Suite à cela, Gu se sent soudain une douleur atroce dans la poitrine et des repas au sol. Au milieu de tout cela, le câble de l'ascenseur, qu'il était sur le point d'entrer, se déchire, l'ascenseur tombant au sol. Gu et les patients qui l'entourent sont déconcertés et lui font remarquer que l'ascenseur a déjà mal fonctionné et qu'il n'a pas été réparé correctement. Gu, quant à lui, est heureux d'avoir échappé à l'ascenseur au tout dernier moment, sinon il serait mort. Son téléphone se met à sonner et lorsqu'il décroche, il s'aperçoit que c'est Lu Yang qui l'appelle. Cela l'agace et il refuse l'appel en se demandant pourquoi elle le dérange. Alors qu'il retourne à l'école, il discute en chemin avec Lu Yang qui lui demande pourquoi il a raccroché l'appel en l'appelant Samoyed. Cela agace Gu encore plus et il répond en déclarant que son nom n'est pas Samoyed. Lu Yang lui dit alors que le cours d'auto-apprentissage du matin est déjà terminé et Mo l'embrasse pour son retard, lui demandant s'il va encore faire l'école buissonnière. Gu, cependant, Mo aussi l'embrasse à son tour en lui disant que ce n'est pas son affaire et entre dans le bus. Alors qu'il descend du bus et qu'il vous parle, Lam, qui remarque une affiche sur un jeu indiquant que n'importe qui peut gagner 666 $, s'ils ont tué 5 personnes dans ce jeu. Cela éveille son intérêt et il entre dans la salle d'arcade, pensant qu'il aura peut-être la chance de faire ce voyage avec cet argent. Lorsqu'il s'enquiert du jeu auprès du propriétaire, la femme de ce dernier se met à crier après lui pour cette offre ridicule. Le propriétaire a réussi à poursuivre Gu. Et alors qu'il sort sa carte de crédit pour payer, le doyen des étudiants surgit de nulle part et lui arrache sa carte. Cela étouffe Gu et l'instant d'après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Il fait le tour de l'école en portant une table sur ses épaules, le doyen le poursuivant à bicyclette. Alors qu'il court, il trébuche soudain et tombe par terre. Pendant ce temps, une fille qui observe tout, celle-ci s'approche de lui et lui demande ce qu'il fait. Le doyen, quant à lui, commence à crier après Gu pour s'être opposé à lui, avoir fait l'école buissonnière et traîner dans les salles d'arcade, menaçant d'appeler son père. Bien que Vu lui dise que son père est en voyage d'affaires, le doyen insiste et l'avertit que son père doit se rendre à l'école aujourd'hui, sous peine de graves conséquences. Alors que Gu s'apprête à dire quelque chose, la fille s'interpose et l'interroge sur la chanson qu'elle avait demandé à télécharger. Le doyen s'en étonne et l'interroge à ce sujet. La jeune fille prétexte que la salle informatique de l'école ne fonctionne pas à cause d'un problème de piratage. Et ils ont dû télécharger des chansons dans un cybercafé pour qu'elle puisse les envoyer au professeur Lai. Elle reporte ensuite son attention sur Gu, lui posant des questions sur les chansons, ce à quoi Gu répond par la négative. Le doyen est satisfait et dit à Gu qu'il aurait dû lui en parler plus tôt. La jeune fille lui demande alors de reprendre la table. Gu, bien que légèrement irrité, lui obéit et ramasse la table. Alors qu'il retourne à son bureau, le doyen interroge la jeune fille sur ce professeur de musique, Lai, ce à quoi elle répond qu'il devrait y jeter un coup d'œil à l'énorme slogan qui se trouve à côté de lui. La fille fait alors un clin d'œil à Gu et ils continuent à marcher. Pendant ce temps, la mystérieuse fille qui a croisé Gu à l'hôpital observe tout cela depuis le toit. Alors qu'ils discutent, la jeune fille lui demande si elle peut au moins obtenir un remerciement. Entendant cela, Gu lui offre sa gratitude et continue à marcher, mais la jeune fille l'arrête en attrapant sa chemise et lui demande s'ils peuvent visiter le mont Hang ensemble, car leurs deux pères sont occupés et ne peuvent pas l'accompagner. Entendant cela, Gu la repousse en lui disant qu'elle ne devrait pas le déranger si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, alors que Gu déjeune seul dans la salle de classe, la fille s'approche à nouveau de lui et lui offre de la nourriture en lui disant qu'elle est au régime et qu'elle doit la manger pour elle. Gu lui demande de le jeter si elle ne veut pas le manger. Mais la jeune fille insiste en disant que ce serait du gâchis. Cela rend Gu furieux et il lui crie dessus devant tous leurs camarades de classe, la mettant dans l'embarras. Au milieu de tout cela, un homme joyeux surgit de nulle part et ramasse le moineau en lui posant des questions sur la relation qu'il entretient avec la fille. Gu lui dit d'arrêter d'imaginer des choses car il n'y a rien entre eux. Ce dernier insiste cependant en affirmant qu'ils ont toujours été ensemble il y a quelque temps. Et maintenant, ils ne font que se disputer, se demandant si tout cela n'est pas dû à ses ragots. Gu n'a aucune idée de ce dont parle ce type et lui demande ce qu'il en est de ses ragots. Il lui répond que la plupart des gens croient que Gu dit qu'il est un beau garçon qui vit au crochet d'une femme. Gu nie toutes ces allégations en disant qu'il n'est pas ce genre d'homme. Cependant, l'autre homme poursuit la conversation en affirmant que ce n'est pas de sa faute, si la famille de Lu Yang est riche et que personne ne veut d'une petite amie riche. Cela met Gu en colère et il lui demande d'arrêter de parler de cela car il n'y a rien entre eux. En entendant cela, l'homme demande s'il peut emprunter Lu Yang pour quelques jours car ils sont amis. Cela rend Gu encore plus furieux en frappant le visage de l'homme avec la boîte à lunch et en le faisant tomber à terre.
En se levant, il demande à Gu Xing s'il est devenu fou et s'il y a vraiment quelque chose entre lui et Lu Yang. Les autres élèves sont très choqués après avoir assisté à cette scène, se disant que Gu Xing est toujours en train de créer des problèmes à tout le monde. Entendant cette agitation, le professeur entre dans la classe et ordonne aux élèves de se rassembler au sol, car ils sont sur le point de partir pour le mont Heng. Les amis de Lu Yang parviennent à la convaincre d'éviter tout cela et de se diriger vers le sol. Au moment de partir, elle demande à Gu s'il ne va vraiment pas partir, ce à quoi Gu reste silencieux. Sur ce, Lu Yang quitte la classe, le regard désert, tandis que lui, assis tout seul, se dit qu'ils appartiennent à deux mondes différents et qu'ils n'auraient pas dû se lier d'amitié dès le départ. Il y a 1 an, le soir de la fête de Noël, Gu Xing était assise toute seule dans la salle de classe, et soudain, la porte s'ouvre et Lu Yang en sort. Gu lui dit que la fête a lieu dans l'auditorium et qu'elle s'est trompée d'endroit. Lu Yang, qui avait du mal à marcher, l'informe qu'elle ne peut pas assister à la fête parce qu'elle s'est accidentellement tordu la cheville et qu'elle est maintenant enflée. Inquiet, Gu lui demande si elle va bien, ce à quoi Lu Yang répond en lui demandant ce qu'il attend et qu'il devrait venir l'aider. Entendant cela, Gu laisse son Rubik's Cube sur la table et s'approche de Lu Yang pour lui donner un coup de main. Lu Yang l'embrasse surtout et se demande si c'est bien d'aider quelqu'un, et lui ordonne de lui prêter son épaule. Elle lui demande ensuite de l'emmener près de la fenêtre, où elle s'est assise confortablement. Gu lui conseille d'appeler son père et de lui demander de venir la chercher plus tôt. Mais Lu Yang lui répond que son père n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Gu l'interroge alors sur l'homme qu'il a déposé le premier jour de l'école, ce à quoi Lu Yang répond qu'il s'agissait du chauffeur, faisant comprendre à Gu qu'il a fait attention à elle pendant tout ce temps. Elle reconnaît qu'elle a fait de même et souligne les similitudes entre elles, car leurs 2 parents sont toujours absents aux réunions de parents d'élèves. Gu, en revanche, se montre très enthousiaste lorsqu'elle apprend que Lu Yang lui a accordé de l'attention. De plus, il nie que leurs parents soient les mêmes, déclarant que son père est tout simplement « to be you as it I ». Il se dit que les rumeurs selon lesquelles le père de Lu Yang aurait épousé une autre femme sont fondées. En entendant cela, Lu Yang interroge Gu sur la chose qu'elle le voit résoudre tous les jours. Gu lui explique qu'il s'agit d'un Rubik's Cube 3x3 et lui propose d'essayer de le résoudre. Lu Yang hésite, car elle ne sait pas comment jouer à ce jeu, avec Gu en lui disant que vous lui apprendrez. Alors qu'ils discutent, les feux d'artifice commencent à clignoter à l'extérieur de la fenêtre, et tous deux admirent leur beauté. Alors que Gu se remémore tous ses souvenirs, le joyeux luron ouvre la porte d'un coup de pied en criant son nom. Il menace alors Gu en lui disant que tout cela n'est pas fini car la chemise qu'il a abîmée est un produit de classe A. Entendant cela, Gu se met en colère et l'interroge sur ce qu'il veut qu'il fasse, en lui écrasant la main sur la table. Cela effraie le gars, et il répond en lui disant qu'il ne veut pas qu'il fasse quoi que ce soit, et qu'il voulait juste lui faire comprendre qu'il n'est pas un enfant riche comme Lu Yang, qu'il avertit de ne plus jamais évoquer son nom devant lui. Suite à cela, le gars se moque de ce qu'il attend de lui en affirmant qu'ils ont dû rompre puisqu'il ne participe même pas à ses adieux. Cela montre que Gu n'était pas au courant de quoi que ce soit concernant les adieux et qu'il s'en enquiert. Il lui dit que Lu Yang va être transféré dans une autre école après ce voyage, et commente que le temps se dégrade et qu'ils ne pourront pas profiter du voyage. Alors qu'il parle, il remarque que Gu a disparu de la classe. Gu, quant à lui, se précipite directement au distributeur pour retirer de l'argent, en calculant le coût de la nourriture pour 6 mois. Il se rend compte qu'après avoir payé le voyage, vous n'aurez pas d'argent pour 2 mois de nourriture, et que vous devrez vivre sans manger. Après avoir retiré de l'argent, il se précipite à l'école pour prendre le bus pour le voyage. Mais en arrivant, l'agent de sécurité lui dit que les bus sont déjà partis. Entendant cela, Gu se met à courir avec le garde en lui disant que vous ne pourrez pas le rattraper. Gu s'excuse auprès de Lu Yang dans son esprit, affirmant qu'il ne la déteste pas et qu'il a juste peur que les gens se moquent de lui. Il avait peur que Lu Yang le déteste s'il lui parlait de son passé, alors il a gardé le secret et pour cela il est désolé. Prenant un raccourci, Gu se jette devant le bus en criant « Stop the BOS !» Le chauffeur de bus réussit à arrêter le bus, gronde Gu pour son imprudence et s'enquiert de sa classe. Gu s'excuse et lui demande de le laisser rentrer. Dès que Gu entre dans le bus, son professeur le réprimande pour ses actes et lui dit que tout le monde aurait souffert de ses actions. Après que Gu lui a remis les frais de voyage, le professeur lui demande de trouver sa place et de s'asseoir. Gu regarde autour de lui et remarque que le siège à côté de Lu Yang est libre. Lu Yang est déconcerté après avoir vu Gu et se demande ce qu'il fait. Gu est sur le point de parler, son téléphone sonne et au lieu de le décrocher, Gu le remet dans sa poche, continuant sa conversation avec Lu Yang. Gu se dit qu'il expliquera tout à sa 3e tante à son retour. Pendant ce temps, le chauffeur demande à tout le monde de tenir bon alors qu'il perd le contrôle du bus.
le téléphone de l'un d'eux lui échappe et tombe au sol. L'appel téléphonique est alors déclenché et sa tante se met à lui crier dessus en le traitant d'abruti. Gus se précipite immédiatement pour raccrocher, mais le téléphone est coincé sous le siège, et sa tante le gronde pour avoir utilisé la carte de crédit sans sa permission. Alors que les autres élèves le regardent bizarrement, Gus parvient à atteindre son téléphone et tente de raccrocher, mais le bouton de raccrochage ne fonctionne pas. Sa tante continue à le réprimander en le traitant de voleur qui a déjà volé de l'argent à sa deuxième tante. Elle le traite ensuite de sale gosse ingrat et de crétin dont personne ne veut et qui a été abandonné. N'ayant plus d'autre choix, il écrase son téléphone sur le sol en le déchirant. Gus demande ensuite à son professeur d'ouvrir la porte pour qu'il puisse partir. Le professeur lui dit qu'il pense qu'il ne ferait pas une telle chose et lui rend l'argent en lui demandant de tout expliquer à sa tante. Gus insiste pour descendre et le chauffeur doit arrêter le bus. En démarrant, Gus se dit que cela devait arriver un jour et l'accepte comme son destin. Alors qu'il boude cet incident, le bus s'arrête à distance. Lu Yang en descend et se précipite vers Gus. Gus, quant à elle, est bouleversée et se met à pleurer, demandant à Lu Yang pourquoi elle est descendue du bus. Elle lui dit qu'elle ne va pas le faire, ce à quoi Gus répond en lui demandant si elle est devenue folle. Lu Yang lui répond sarcastiquement qu'elle est folle et lui demande s'il a des médicaments pour elle. Gus pleure encore plus en affirmant qu'il ne répond pas à ses attentes. Lu Yang le traite d'idiot et essuie ses larmes. Suit un autre épisode. Gus remercie Lu Yang et tous deux se dirigent vers son appartement. Alors que Lu Yang prend une douche, il remarque une photo. Il se souvient de Lu Yang avec ses parents lorsqu'elle était petite et se dit qu'elle était si mignonne. Lu Yang sort alors de la douche et lui demande ce qu'il regarde. Il pose immédiatement la photo et se sent gêné. Lu Yang lui demande si elle était mignonne quand elle était petite, ce à quoi Gus répond par la négative. Alors qu'ils discutent, une fumée rouge sort de nulle part et entoure tout le bâtiment. Lu Yang demande alors à Gus de prendre une douche également, mais Gus refuse en disant que ce serait terrible si son père rentrait à la maison. Lu Yang lui dit cependant de ne pas s'inquiéter, car elle vit seule. Elle lui explique également que sa famille était très pauvre et qu'après la mort de sa mère, son père est devenu dépressif et lui a tout reproché. Il s'est alors entièrement consacré à gagner de l'argent et, entre-temps, a complètement négligé sa propre fille. Maintenant qu'il est riche, qu'il a une nouvelle maison et une nouvelle voiture, il veut se remarier, mais elle préfère rester seule dans ce petit appartement. Cela attriste Gus, mais Lu Yang tente de le réconforter en lui suggérant de ne pas parler de ces choses et de se dépêcher de prendre une douche avant d'attraper froid. Alors qu'il est sous la douche, il se demande si Lu Yang vit seul depuis tout ce temps et s'il ne le sait pas, tout en s'efforçant de trouver le gel douche. Il se demande alors si Lu Yang resterait s'il lui demandait de ne pas changer d'école. En sortant de la douche, Gus remarque que le salon est complètement sombre et se demande si la lumière est cassée. Alors qu'il est à la recherche de Lu Yang, celle-ci surgit de nulle part, un petit gâteau à la main, et lui souhaite un joyeux anniversaire en lui demandant de faire un vœu. Gus pleure alors que Lu Yang l'embrasse pour avoir pleuré alors qu'il est un homme, affirmant qu'elle a fait pleurer Senwei. Gus lui répond que son nom n'est pas Senwei. Lu Yang lui demande de faire un vœu rapidement car les nouilles qu'elle a préparées pour lui vont refroidir. Après avoir mangé les nouilles, Lu Yang l'interroge sur leur goût, ce à quoi Gus répond qu'ils vont bien. Il lui demande ensuite comment elle a su pour son anniversaire. Lu Yang lui dit qu'il s'agit d'un secret. Elle lui demande ensuite de fermer les yeux et lui interdit de regarder. Gus ferme les yeux à contre-cœur, se demandant pourquoi elle est si secrète. Soudain, sa poitrine recommence à le faire souffrir, et lorsqu'il ouvre les yeux, il aperçoit un énorme monstre derrière Lu Yang qui lui remet son cadeau d'anniversaire. Cela l'effraie, et il demande à Lu Yang d'être prudente car le monstre s'approche pour l'attaquer. Après l'avertissement, le monstre réussit tout de même à frapper Lu Yang et la projette contre le mur. Cela met Gus en colère et il repousse le monstre et se précipite vers Lu Yang, déclarant qu'il l'emmène immédiatement à l'hôpital. Après que Lu Yang lui a dit de s'enfuir, elle perd connaissance et s'évanouit dans ses bras. Alors que Gus dit à Lu Yang que tout ira bien, il la prend dans ses bras et se met à courir. Mais quelque chose ne va pas. Dès qu'il commence à courir, son environnement se transforme soudain en un hôpital où des médecins soignent Lu Yang et ses souvenirs deviennent flous. Il ne se souvient plus vraiment comment il est arrivé là et ce qu'il y fait. Il demande au médecin de sauver son ami, quoi qu'il en coûte. Alors que Gus est confus, se demandant ce qui se passe autour de lui, son oncle surgit de nulle part et lui demande s'il possède un objet solide. Il est surpris de voir que son oncle est là et se demande pourquoi il a besoin de cet objet solide. Son oncle lui explique que pour commencer l'opération, il a besoin de quelque chose pour soutenir le bras de la jeune femme. N'ayant plus d'autre solution, il sort son Rubik's Cube et demande si cela peut marcher. Soudain,
son oncle change d'apparence et lui ordonne de lui remettre le Rubik's Cube. Alors que Gu ordonne à son oncle de lui remettre le cube, une voix mystérieuse lui interdit de bouger. Gu est troublé par tout cela alors que son oncle lui dit de lui remettre le cube, car son ami n'a plus beaucoup de temps. Pendant ce temps, la voix mystérieuse lui dit que tout cela n'est qu'une illusion. Et Gu se souvient alors que son oncle était censé se rendre à Shanghai pour un voyage d'affaires et l'interroge à ce sujet. Son oncle, qui s'est transformé en un véritable monstre, s'approche de lui pour s'emparer du cube, mais la voix mystérieuse lui dit de s'éloigner, et une fille surgit de nulle part. Elle repousse alors le monstre, d'un coup de pied, et le coupe en deux à l'aide d'un couteau. Sur ce, l'environnement de Gu se transforme à nouveau. À ce moment, tout ce qu'il pouvait voir était un arbre doré à une certaine distance. La jeune fille lui fait comprendre que ce dont il est témoin n'est peut-être pas réel, mais que la peur dépasse la réalité. Déconcerté par tout cela, Gu n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit et l'interroge à ce sujet. Il la bombarde littéralement de questions sur le monstre et sur la raison pour laquelle il les attaque. Il lui demande alors des nouvelles de Lu Yang et où elle se trouve. Mais la jeune fille l'ignore constamment. Elle va se taire car sa montre l'avertit de la présence d'une créature inconnue. Alors qu'ils discutent, Gu remarque un œil massif sous ses pieds, ce qui lui donne des frissons. La jeune fille l'avertit alors qu'il y a quelque chose derrière elle et Gu se retourne. Un étrange monstre surgit de l'eau et l'attaque. Il commence à paniquer lorsque la jeune fille lui répète que tout cela n'est qu'une illusion. Cependant, lorsque le monstre s'approche d'elle, elle sent une aura de mort qui montre que Seka est son... et elle réussit à esquiver son attaque. Elle sort alors son couteau et commence à taillader le monstre avec. Elle se rend compte qu'ils sont attaqués par un fantôme. Alors que sa montre l'avertit d'une érosion de l'esprit, elle se dit que si elle continue à combattre le fantôme, son esprit finira par être envahi par l'illusionniste. Entre-temps, une horde de monstres les a complètement encerclés, et alors que l'un d'entre eux s'approche pour l'attaquer, elle sent une forte aura de mort et décide de le vaincre ici. Mais à sa grande surprise, un monstre glisse devant elle. Elle se rend compte qu'il visait Gu depuis le début. Alors que le monstre s'apprête à le frapper, la jeune fille parvient à le sauver et à frapper le monstre. En frappant le monstre, elle se rend compte que le vrai corps se cache à l'intérieur de ces monstres fantômes. Et pour l'anéantir, elle doit vaincre les monstres. 3 monstres surgissent alors de l'eau et s'approchent d'elle. Elle esquive leurs attaques tout en les observant et en observant leurs auras de mort, concluant que le vrai corps est en train de passer d'un corps à l'autre. N'ayant plus d'autre choix, elle sort un autre couteau et décide de passer à l'action. Elle anéantit complètement les monstres, alors que sa montre l'avertit de la progression du degré d'érosion spirituelle. La jeune fille n'en tient pas compte et continue le massacre. Après avoir vaincu les monstres, son érosion spirituelle a atteint 100% et elle tombe à genoux. Gu se précipite à ses côtés et lui demande si elle va bien. C'est alors qu'un énorme monstre surgit de nulle part et les affronte. Alors qu'il s'apprête à frapper Gu, la jeune fille ouvre ses yeux qui semblent un peu différents de ceux d'avant et une mystérieuse créature se cache derrière son oreille. Elle saisit alors le monstre par le cou et la créature le dévore entièrement. Leur environnement redevient alors normal et Gu se rend compte qu'ils étaient présents sur le parking pendant tout ce temps. Pendant ce temps, la créature vomit un œil et la jeune fille se rend compte que l'entité maléfique était en fait un œil. Gu, quant à lui, tente de réveiller Lu Yang et lui assure qu'il l'emmènera à l'hôpital. Alors qu'il ramasse Lu Yang, l'autre fille se lève et tend une embuscade à Gu par derrière, le rendant inconscient. En se réveillant, il remarque qu'il se trouve dans un endroit étrange avec un mur massif à côté de lui. Une personne mystérieuse et un manteau assis au sommet du mur lui demande s'il est réveillé. Gu essaie de comprendre ce qui se passe dans les cœurs à propos de son identité. Cette personne étrange ignore complètement sa question et lui demande ensuite s'il veut escalader le mur en lui ordonnant de monter. Il se met alors à flotter et atterrit sur le haut du mur. Il demande au type en cape ce qu'il en est de cet endroit et celui-ci lui répond que c'est la fin du monde. Celui-ci s'enquiert à nouveau de son identité et, cette fois, le type lui répond qu'il est gardien de tombe, ce qui le laisse perplexe. Gu l'interroge alors sur la tombe, ce à quoi le type répond que cette tombe appartient à un vieil ami et qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il se tienne dessus. Suite à cela, Gu lui demande de le renvoyer, mais le type l'embrouille en l'interrogeant sur l'endroit où il veut retourner. Alors que Gu s'apprête à parler, il se rend compte qu'il oublie quelque chose d'important, et soudain, des souvenirs l'envahissent et il se souvient qu'il doit sauver Lu Yang. Mais dès qu'il regarde sa main, elle est entièrement recouverte de sang avec un type qui dit que ce monde sera bientôt recouvert de sang. De plus, il déclare qu'il doit repartir et qu'ils se reverront. Gu se réveille alors dans son lit, recouvert d'un drap. L'incident s'est produit il y a quelque temps et la police a conclu qu'il s'agissait d'un vol, lui faisant croire que tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve.
Il appelle alors l'officier de police en charge de l'affaire et s'enquiert de l'évolution du dossier. L'officier lui répond qu'il contactera la famille de la jeune fille si l'affaire évolue. Gu se rend ensuite à son école comme d'habitude. En arrivant à l'école, il remarque que les élèves autour de lui bavardent sur l'incident de Lu Yang et répandent des rumeurs bizarres sur le gars qui est soupçonné d'être impliqué dans l'incident, c'est-à-dire Gu. En entendant tout cela, Gu leur jette un regard froid et se dirige vers sa salle de classe. Pendant le cours, le joyeux luron qui est assis à côté de lui s'enquiert de l'évolution de l'affaire. Il s'agit ici de Gu, qui refuse de lui donner la moindre information sur l'affaire. Le type, cependant, le provoque encore plus en lui demandant « Qu'ont-ils fait après être descendus du bus ?» Entre-temps, l'enseignante apparaît et leur interdit de parler pendant le cours. Elle motive ensuite toute la classe en déclarant que, malgré cet incident, ils doivent se concentrer sur leurs études, car leur avenir en dépend. Au moment où la mystérieuse fille a assommé Gu, la police est arrivée sur les lieux et a emmené Gu au poste de police où elle l'a interrogé sur l'incident. D'après les caméras de sécurité, Gu dormait pendant tout ce temps et n'était pas impliqué dans l'incident. Le policier lui demande s'il ne se souvient vraiment de rien, et lui dit qu'ils ont transféré Lu Yang à l'hôpital où les médecins la soignent actuellement. Lorsque Gu interroge les médecins sur son état et demande si elle se réveillera un jour, le médecin lui répond que la situation de Lu Yang est très rare et que les chances qu'elle se réveille sont très faibles. Pendant ce temps, dans le présent, après la fin du cours, le professeur de Gu s'approche de lui et tente de le motiver en lui disant qu'il ne doit pas prendre les paroles des autres élèves à cœur alors qu'ils sont en train de converser. Qui reçoit un message d'un numéro inconnu, lui disant de les rejoindre à l'hôpital. Gu comprend immédiatement qu'il s'agit de la mystérieuse fille et se précipite à l'hôpital. En arrivant dans la chambre de Lu Yang, il confronte la jeune fille, qui lui dit qu'il a 3 minutes. Sans perdre de temps, Gu l'interroge sur l'état de Lu Yang et lui demande si elle peut être guérie. La réponse de la jeune fille a été négative. Elle lui explique que Lu Yang a été mordu par un disciple de la mort, et qu'une fois mordu, il n'y a pas de remède. Gu l'interroge alors sur ces disciples de la mort. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils attaqué Lu Yang? La jeune fille répond qu'elle ne connaît pas la raison de cette attaque. En entendant cela, Gu se moque d'elle en disant que vous savez qu'elle s'est spécialisée dans le meurtre. Comment se fait-il qu'elle ne le sache pas? La jeune fille lui explique qu'ils essaient toujours de contrôler ces monstres et de les tenir à l'écart de l'humanité, mais qu'ils n'ont qu'une connaissance très limitée d'eux. De plus, elle lui dit que ces disciples de la mort sont classés comme des microbes, qui créent des hallucinations en altérant les rayons lumineux, et qu'ils ne sont pas aussi simples que des virus. Elle l'éclaire alors sur l'incident qui s'est produit à Star Town il n'y a pas si longtemps. Elle lui dit qu'il semble que les substances flottantes rouge-sang aient acquis une sorte d'intelligence en se rassemblant à partir d'un état inconscient et dispersé pour envahir la base de données du bureau de la sécurité. Grâce à cette base de données, ils parviennent à trouver leur cible. Cela amène Gu à s'interroger s'il était leur cible. La jeune fille lui répond qu'ils ne savent toujours pas s'il était leur cible ou non. Pour Gu, les choses n'avaient pas de sens, car s'il était la cible, alors pourquoi le monstre avait-il attaqué Lu Yang? Sur ce, la jeune fille lui annonce que ses 3 minutes sont écoulées, et lui tend une énorme sirène. En s'informant, il s'aperçoit qu'il s'agit d'une sirène. La jeune fille lui dit que cette sirène contient des neurotoxines qui peuvent tuer une personne instantanément, ce qui laisse Gu sous le choc. De plus, elle affirme que toute personne infectée par le disciple de la mort finit par mourir, se transformant en disciple de la mort, et pas une seule personne n'a réussi à survivre plus de 90 jours. Elle lui demande d'y mettre fin lui-même, sinon quelqu'un d'autre le fera, et ce sera beaucoup plus douloureux. Alors que la jeune fille s'apprête à partir, Gu l'arrête. Elle s'interroge sur le fait qu'elle essaie de tromper un enfant de 3 ans et affirme qu'il ne croit pas à cette histoire de disciple de la mort. Sur ce, il chasse la sirène et l'avertit de ne pas toucher Lu Yang. Soudain, son corps ne réagit plus, et il tombe à genoux, la jeune fille lui ordonnant d'achever Lu Yang. Malgré tout, Gu persiste à dire qu'il ne tuera pas Lu Yang en utilisant la sirène, ce qui met la jeune fille en colère, et elle lui écrase le visage sur le sol. À la suite de cette, Gu quitte l'hôpital avec la sirène, se demandant si c'est vraiment la seule option qui lui reste. En proie à toutes ses pensées, Gu se dirige inconsciemment vers la maison de Lu Yang, espérant que tout cela n'est qu'un rêve, et Lu Yang a peut-être encore un moyen de survivre. Alors qu'il se trouve seul, il remarque que le ruban adhésif a été arraché, ce qui signifie que la police a fini de collecter des preuves et que la maison peut maintenant être infiltrée. En entrant dans la maison, Gu constate que tout a été rangé et que les traces de sang ont été effacées, sans qu'il y ait non plus de traces de la substance flottante rouge sang.
Il se demande encore pourquoi les disciples de la mort ont attaqué Lu Yang si la cible était lui. Alors qu'il boude, il entend la voix de Lu Yang qui l'appelle « C'est Muad ». Il se rend compte qu'il n'y a personne autour de lui et qu'il ne fait qu'imaginer des choses. En pensant à Lu Yang et à tous ses souvenirs, qui se souvient qu'elle lui a offert un trousseau de clés avant l'attaque, et le sort de sa poche. Il remarque qu'il s'agit en fait d'une clé USB et non d'un porte-clés. Il se demande alors pourquoi Lu Yang lui a offert une clé USB et s'interroge sur son contenu. En insérant la clé USB dans un ordinateur portable, Gu découvre que Lu Yang a préenregistré un message vidéo à son intention. Dans cette vidéo, elle lui parle de son transfert en Norvège et du fait qu'ils ne pourront plus se revoir. Elle le complimente ensuite sur ses compétences en matière de Rubik's et lui souhaite un joyeux anniversaire. Cela fait pleurer Bu et soudain son cœur se met à battre. Il se précipite aux toilettes pour se laver le visage, se disant qu'il ne mérite pas la gentillesse de Lu Yang ni aucun cadeau. Pendant ce temps, il se rend compte que dans toutes ses hallucinations, le monstre lui demandait de lui remettre le Rubik's Cube, que Lu Yang tenait au moment où elle a été attaquée. Cela lui fait comprendre qu'il cherchait à obtenir la réplique depuis le début, et c'est sa faute si Lu Yang a dû souffrir. Ensuite, alors qu'il se promène dans les rues, il se met à crier, demandant à quelqu'un de sortir car il sait qu'il le surveille. C'est alors que la mystérieuse jeune fille surgit de nulle part et l'affronte. Sans perdre de temps, Qui lui demande si elle était au courant depuis le début. Elle savait que les substances flottantes rouges s'en l'attaqueraient pour lui voler le cube. Et si oui, pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenu avant? Si elle l'avait prévenu, il n'aurait pas couru après le bus ce jour-là, et Lu Yang n'aurait pas eu à souffrir. Il l'interroge alors sur son identité. Ce à quoi la jeune fille répond qu'ils sont des chasseurs d'énergie et qu'il est de leur responsabilité de se débarrasser des disciples de la mort, lui demandant de garder le secret car cela affecterait le résultat de son examen. Bu est furieux. Il lui demande si les résultats des examens sont plus importants que les vies humaines. Ce à quoi la jeune fille répond par l'affirmative, en indiquant que des personnes meurent chaque jour à cause de tremblements de terre précoces, de tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Gu est d'autant plus furieux qu'il déclare que Lu Yang n'est pas ordinaire et que sa vie n'a aucun sens sans elle. Il conclut en disant qu'il fera tout pour la sauver, même si cela doit lui coûter la vie. Voyant sa détermination, la jeune fille lui apprend qu'une seule personne a survécu après avoir été mordue par un disciple de la mort, mais elle n'a aucune idée de qui il s'agit. Elle lui dit également que l'organisation enverra quelqu'un pour s'occuper des conséquences et qu'il pourrait avoir des informations à ce sujet. Mais pour cela, il doit se dépêcher de rentrer chez lui le plus tôt possible, sinon il manquera sa chance. En entendant cela, Gu se précipite chez lui, où il rencontre un certain Tang Chan, qui se présente comme le directeur du bureau des admissions. Tu gagnes le collège expérimental. En le saluant, Gu remarque que ce type porte la même montre que la fille, ce qui signifie qu'il est également un chasseur d'énergie et qu'il est ici pour s'occuper des conséquences. Entre-temps, sa tante apporte des fruits et demande à Tang de s'installer. Tang leur dit que son principal objectif est de rencontrer Gu Xing et, après leur avoir expliqué l'histoire de l'école, il leur dit que celle-ci a créé de nombreuses compétences qualifiées. Il leur dit que l'école a formé de nombreux étudiants qualifiés, professionnels qui servent aujourd'hui le pays. Sa tante est d'accord avec lui pour dire que les frais de victoire s'élèvent à eux seuls à environ 1 million de dollars, et que ce n'est pas une école que les familles de la classe moyenne comme la leur peuvent se permettre. Tang les informe cependant que Gu a récemment remporté le tournoi national de Rubik's Cube et que, pour cette raison, l'école est disposée à lui accorder une réduction totale des frais. De plus, s'il continue à participer à des compétitions et à gagner des tournois, ils lui accorderont une bourse de 50 000 dollars américains. Gu, de son côté, se demande pourquoi Tang parle d'inscription à l'école, alors qu'il est ici pour s'occuper des séquelles, et l'interroge sur l'admission. Tang lui dit que si ses notes sont assez bonnes, il pourra s'inscrire directement dans leur université affiliée à Seattle. En entendant cela, Gu lui fait comprendre que s'il ne s'agit que d'étudier, il ne changera pas d'école. Il choque son oncle et sa tante. Sa tante se met à lui crier dessus, affirmant que cette bourse est plus que suffisante pour leur permettre d'acheter une nouvelle maison. Son oncle, quant à lui, assure Tang que Gu ira à l'école et qu'ils parviendront à le convaincre. En entendant cela, Tang s'en va et entend la tante de Gu lui crier dessus parce qu'il ne les a pas écoutés. Une fois arrivé à sa voiture, Tang appelle l'organisation pour l'informer que son plan n'a pas été couronné de succès et qu'ils doivent préparer un livre de diagnostic médical pour Bu Xing. Alors qu'il s'apprête à partir, il aperçoit Bu Xing devant sa voiture et l'emmène dans un restaurant où ils peuvent discuter librement. Au restaurant, Tang demande à Bu s'il a pensé à transférer l'école, ce à quoi il répond en révélant qu'il est au courant du processus de réparation et que c'est lui qui est censé le mener à bien.
Tang est surpris d'entendre cela et lui demande s'il sait quelque chose d'autre. Gu lui répond qu'il est conscient d'être un chasseur d'énergie chargé d'éliminer les disciples de la mort et qu'il est la seule personne à pouvoir sauver son ami. Tang lui demande alors pourquoi il devrait l'aider, ce à quoi Gu répond que tant qu'il sauvera son ami, il ira au collège Yuan. Tang ne semble pas impressionné par sa réponse et lui dit qu'il y a de nombreuses autres façons de gérer les conséquences que le changement d'école. Ils peuvent lui retirer la matière blanche de son cerveau et l'envoyer pourrir dans un institut psychiatrique. Gu tente de le convaincre qu'il n'essaie pas de le menacer ou quoi que ce soit d'autre. Il veut simplement sauver son ami, et pour ce faire, il est prêt à tout, qu'il s'agisse de changer d'école ou de subir une opération chirurgicale. En entendant tout cela, Tang lui rappelle qu'il n'y a pas une seule personne qui ait survécu à la morsure d'un disciple de la mort, et que la seule personne qui a survécu d'une manière ou d'une autre est un miracle. Cependant, Gu persiste et demande à Tang de l'aider. N'ayant plus d'autre choix, Tang lui demande s'il veut rejoindre leur organisation, et Gu accepte immédiatement. Tang lui dit que pour qu'il rejoigne leur organisation, il doit passer un simple test, et lorsque Gu s'enquiert des détails du test, il lui répond qu'il s'agit d'un secret. Il demande ensuite à Gu de s'asseoir et lui souhaite d'être lucide pour le test. En quittant le restaurant, Gu réfléchit à l'épreuve et à la façon dont il est censé la gérer. Pendant ce temps, il entend une voix familière et se rend compte que son professeur, Mademoiselle Qiao, fréquente le père de Lu Yang. Alors qu'il se promène, Mademoiselle Qiao interroge le père de Lu Yang sur une affaire concernant la maison. Le père de Lu Yang hésite un peu, mais elle lui donne un coup de pied en disant que c'est lui qui lui a offert la maison de Lu Yang, même si cela signifie qu'il doit renvoyer sa fille. Avant qu'elle ne parvienne à le convaincre, le père de Lu Yang s'en va, car il était en retard au bureau. Mademoiselle Qiao décide alors de rentrer chez elle, mais au moment où elle fait demi-tour, Gu la confronte, lui demandant si elle veut reprendre la maison de Lu Yang. Mademoiselle Qiao fait mine d'ignorer ce fait, mais lorsque Gu insiste, elle lui donne un coup de pied en disant qu'il ne peut rien faire, même si elle essaye de prendre le contrôle de la maison. De plus, elle se moque de sa relation avec Lu Yang, affirmant qu'il y avait quelque chose de bizarre entre eux. Gu est furieux et prévient Mademoiselle Qiao qu'il ne la laissera pas calomnier Lu Yang. Mademoiselle Qiao, cependant, se moque de Lu Yang en déclarant qu'il aurait pu se tenir à carreau. Elle n'aurait pas attiré de cambriolage, et Lu Yang étant déjà à moitié mort, il n'y a rien de mal à ce qu'elle prenne en charge la maison. Cela rend Gu encore plus furieux, et il s'approche de Mademoiselle Qiao pour la frapper, affirmant qu'une personne comme elle ne devrait pas être enseignante. Alors qu'il s'apprête à la frapper, Mademoiselle Qiao sort son téléphone et prend une photo, avertissant Gu qu'elle le poursuivra en justice s'il la frappe. Mais dès qu'elle regarde la photo, elle s'aperçoit que d'énormes insectes recouvrent le visage de Gu et devient Shu Te Heiji. Soudain, ces insectes lui tendent une embuscade et lorsqu'elle les frappe avec son sac, ils explosent. Elle accuse Gu d'être responsable de tout cela, alors qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Face à cette situation, ils décident tous deux de s'enfuir. Alors qu'elle court, Mademoiselle Qiao remarque une fille qui marche vers elle et lui demande de contacter la police. Il s'agit de la mystérieuse fille que Gu a rencontrée auparavant. Au lieu d'appeler la police, la jeune fille l'assomme et lui vole son téléphone. Elle lance ensuite le téléphone vers les insectes, tuant plusieurs d'entre eux. Gu lui demande si elle a une autre mission, ce à quoi la jeune fille répond en pointant du doigt la horde d'hommes, insectes volant au-dessus d'eux, et demande à Gu de la suivre. Lorsqu'il s'enquiert de ces choses, elle lui dit qu'il s'agit de libellules explosives de niveau C, disciples de la mort. Elle ajoute que ces insectes n'attaquent généralement pas les humains, et qu'ils sont de nature tendre. Alors qu'ils s'enfuient, elle emmène Gu dans une forêt voisine, et leur propose de la traverser pour éviter les insectes. En chemin, elle lui dit que les insectes l'ont probablement pris pour leur reine d'éclatement et qu'ils essaient de retourner dans leur nid, ce qui signifie qu'ils essaient d'entrer dans le corps de la reine et qu'il y a certainement des traces du sang de la reine de l'éclatement dans son corps. Elle lui demande ensuite de rester là et s'approche de quelques hommes qui se trouvent à côté de lui avec son vélo, sans dire un mot. Elle saute sur le vélo et le vole. Les gars n'ont rien pu faire car ils étaient tombés amoureux d'elle. Avec les insectes qui la suivent, elle demande à Gu de monter sur le vélo et s'asseoir fermement. Alors qu'il s'enfuit, Gu se rend compte que le vin que Tang lui a donné devait contenir le sang de la reine de l'éclatement et que c'est le test qu'il doit passer pour rejoindre l'organisation. La jeune fille, quant à elle, constate que les insectes sont en train de les rattraper et demande à Gu de bien s'asseoir alors qu'elle accélère le vélo. Gu lui demande alors pourquoi elle l'aide, ce à quoi la jeune fille répond en clarifiant qu'elle ne l'aide pas, qu'elle veut juste améliorer ses notes et que ses disciples de la mort affecteront sa note globale. Elle lui dit alors que si tous ses disciples explosaient en même temps, cela équivaudrait à des tonnes de thé en étain. Lorsque Gu s'enquiert de leur faiblesse, la fille lui dit qu'ils ont peur de l'eau
Et pendant qu'ils discutent, Gu remarque qu'il y a un tunnel devant eux, suggérant qu'ils devraient l'emprunter. En pénétrant dans le tunnel, ils parviennent à perdre quelques insectes qui se heurtent au mur. Gu l'informe alors de la présence d'une bouche d'incendie à proximité et qu'ils doivent se précipiter vers elle. En chemin, ils tombent sur une barricade indiquant que la route est fermée. Mais à ce stade, ils n'ont pas d'autre choix que de la franchir et de poursuivre leur fuite. Dès qu'ils franchissent la barricade, Gu voit une énorme fosse devant eux et implore la jeune fille d'arrêter la moto, mais elle lui dit qu'il ne restera rien s'ils s'arrêtent ici. Sur ce, elle se lève sur son vélo et saute par-dessus la fosse, laissant Gu derrière elle. Gu, quant à lui, parvient à s'accrocher à l'autre côté de la fosse. Voyant cela, la jeune fille lui tend la main, et alors qu'elle tire Gu vers le haut, le vélo explose, en les jetant hors du tunnel. En se levant, Gu mémorise la bouche d'incendie près de lui et se précipite pour l'ouvrir, mais ils n'ont pas eu assez de force après tout cela. La jeune fille s'en rend compte immédiatement et demande à Gu de s'écarter. Elle se précipite alors vers la bouche d'incendie et la brise d'un coup de pied. L'eau s'en échappe alors et engloutit les libellules. Les filles reviennent sur le fait qu'elle avait raison et que les libellules avaient peur de l'eau, mais ce n'est pas fini, car il en reste des centaines. Cependant, ils ne s'approchent pas d'eux à cause de l'eau, mais dès que l'eau a cessé de couler, les libellules les attaquent à nouveau. Alors qu'ils s'apprêtent à frapper, Gu la fille s'interpose devant lui et active l'invasion des esprits. Elle emprisonne toutes les libellules dans une sorte de barrière. Elle demande ensuite à Gu de s'enfuir car elle ne pourra pas les retenir longtemps et elles exploseront dès que la barrière disparaîtra. Gu refuse cependant de la laisser seule et de mourir pour lui. Mais elle insiste en lui demandant s'il veut mourir ici ou sauver son ami. Alors qu'il ne reste que 10 secondes, du sang commence à couler des yeux de la jeune fille. Gu, quant à lui, fait demi-tour et ramasse une pierre. Le projeter vers les libellules en initiant une réaction en chaîne, mais ce n'est pas suffisant pour les tuer tous. Il demande alors à la jeune fille de rester ici, et court aussi vite qu'il le peut en se disant que Lu Yang a été blessé à cause de lui, et qu'il ne peut plus impliquer personne d'autre. Il se rend vite compte qu'il ne pourra pas s'échapper longtemps, et qu'il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, une des libellules le rattrape, et explose, le projetant au loin. Il est assis sur le sol, impuissant. Il se souvient que sa grand-mère lui a dit un jour qu'il était l'enfant des Oshan. Les larmes commencent à couler sur son visage. Il se lève et saute dans la rivière, avec les libellules qui le suivent. Grâce à cette tactique, il parvient à se débarrasser des libellules. Mais sa propre vie est maintenant en danger, car il est sur le point de se noyer. Soudain, il aperçoit l'ombre de Lu Yang dans l'eau, mais ce n'est pas Lu Yang, c'est la mystérieuse jeune fille, qui le sauve et le sort de la rivière. Dès qu'ils sortent, elle lui reproche d'être trop téméraire, et le traite d'immature. Au milieu de tout cela, Gu reçoit un appel de Tang, qui lui pose des questions sur les libellules et lui demande s'il s'en est occupé tout seul. En entendant cela, qui regarde la jeune fille, qui les nonne, lui disant de mentir. Gu raconte à Tang qu'il a vaincu les libellules tout seul et se fait féliciter pour avoir réussi le test. Le lendemain, à l'aéroport du Chrysanthème, Tang Qiao regarde les images de Gu et de la jeune fille en train de vaincre les libellules, alors qu'il parle à quelqu'un d'autre au téléphone. Tang lui explique qu'il voulait tester le sang de la reine depuis longtemps et que l'occasion semblait parfaite. Cependant, l'homme au téléphone l'informe que l'académie a déjà atteint le quota d'inscription de l'année et décide que Gu Xing a triché lors du test. Ensuite, ils discutent d'un huissier de justice à Teng, lui disent qu'ils ont terminé l'enquête et lui donnent une explication appropriée. Il lui dit alors qu'il est temps pour lui de prendre l'avion et raccroche. Gu Xing, quant à lui, bénéficie d'un traitement spécial de la part de sa tante, qui lui demande de ne pas les oublier après son inscription à Yuan. Elle se moque également du fait qu'il embrasse son autre oncle, le traitant de snob. Alors que son oncle et sa tante se disputent, Gu leur dit qu'il n'a plus faim, et se précipite dans sa chambre, où il regarde de vieilles photos et pleure, demandant à Lu Yang de l'attendre. Après cela, son oncle l'emmène faire la procédure de transfert de l'école, et en chemin, il se vante auprès d'autres personnes de la façon dont son neveu a réussi à s'intégrer dans la société. A été inscrit au collège de Yuan. En arrivant à l'école, un professeur les arrête, déclarant que les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école. Mais l'oncle de Gu lui dit qu'ils sont ici pour accomplir la procédure de sortie de l'école. Cependant, en voyant Gu, le professeur le reconnaît immédiatement et l'embrasse en se demandant si le directeur ne l'a pas renvoyé. Cela rend son oncle furieux, et il lui révèle qu'ils vont au collège Yuan, ce qui laisse le professeur consterné. Sur le chemin du bureau du directeur, Gu rencontre Mademoiselle Keu, qui cherche à le voir sur place. Son oncle lui dit que Gu quitte l'école et qu'il l'accompagne pour compléter le processus. Il l'interroge ensuite sur le directeur qu'ils sont censés rencontrer à cet effet. En entendant cela,
Mademoiselle Keu se réjouit et propose de les conduire elle-même au bureau. L'un des camarades de classe de Gu a entendu cette conversation et l'a racontée à tout le monde. En arrivant au bureau, il rencontre le directeur de l'école qui s'enquiert de la légitimité des documents. Son oncle lui explique que Gu est un étudiant à recrutement spécial et qu'après avoir terminé la procédure, il se rendra à Yuan pour achever le processus d'inscription. Cela déconcerte Mademoiselle Keu et les camarades de classe de Gu qui entendaient tout cela. Après que le directeur a tamponné les papiers, il félicite Gu et son oncle, déclarant que c'est un honneur pour eux qu'un de leurs élèves soit inscrit à Yuan. Alors qu'ils quittent le bureau, Mademoiselle Keu le félicite également et lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Le joyeux luron faisait également partie des étudiants qui écoutaient aux portes, et les suit à l'extérieur où il confronte Gu et son oncle, en précisant qu'ils peuvent compter sur eux s'ils ont besoin d'un peu de chichi airat. Cela rend son oncle furieux, car il lui dit qu'il peut certainement payer les frais de scolarité de Gu. Le type, cependant, continue de se moquer d'eux en affirmant que si Gu Seing peut se rendre à Yuan, alors il pourra certainement étudier à l'étranger. Après que l'oncle de Gu lui a demandé d'ignorer le type, il se dirige vers Yuan et demande au gardien d'ouvrir le portail. Mais le garde refuse d'ouvrir le portail, déclarant que le recrutement est déjà terminé et qu'il n'a reçu aucune notification spéciale. En entendant cela, le joyeux luron Mokikaksu dit à son oncle qu'un imposteur les a piégés, sous les rires de tous ses camarades de classe. Pendant ce temps, l'oncle de Gu appelle Tang Keu, mais son numéro a été désactivé, ce qui lui fait penser que Tang Keu était en réalité un imposteur, dont les camarades de classe se moquaient, lui demandant de prendre une photo afin de la poster sur les médias sociaux. Gu, cependant, se demande si c'est parce qu'il n'a pas fait le test tout seul et même large. Pendant ce temps, son oncle dit qu'ils devraient rentrer chez eux car ils ne s'inscriront plus à l'école. En entendant cela, Gu se dit que s'il ne va pas dans cette école, il ne pourra pas sauver Lu Yang. Gu pousse alors un cri de colère, déclarant qu'il veut assister à Yuan quoi qu'il arrive. Au milieu de tout cela, la porte s'ouvre soudainement, et les gardes ordonnent à tout le monde de s'écarter. Mais à leur grande surprise, la voiture s'est arrêtée à la porte, et une belle jeune fille en est sortie. Elle se présente comme la présidente adjointe du conseil des élèves de l'école secondaire Yuan, Wang Yuxi. C'était la même fille mystérieuse que Gu avait rencontrée auparavant. Elle leur explique que le conseil d'administration ne lui a pas fait confiance pour accueillir Uxing à Yuan, et demande à Gu et à son oncle de monter dans la voiture. Les camarades de classe de Gu, Jialu, se retrouvent alors dans la voiture, et ils commencent à interroger l'homme qui les a amenés ici. Après un long moment, Yuxi remercie les camarades de classe de Gu de l'avoir renvoyé. Elle monte dans la voiture, et le portail se referme, les laissant désemparés. En arrivant à l'école, Long Yuxi demande à un homme d'emmener Gu au dortoir. Il s'adresse à Yuxi en tant que belle-sœur et lui dit de ne s'inquiéter de rien. Yuxi lui donne, son oncle lui propose de l'accompagner pour qu'il l'aide à installer son lit. Mais Yuxi l'en empêche. Il lui explique que les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les dortoirs et qu'il doit en outre finaliser le processus d'inscription. En chemin, l'homme se présente comme Zhang Zhao et l'implore de compter sur lui s'il a besoin de quoi que ce soit. Gu est déconcerté par tout cela et s'enquiert des dortoirs. Zhang l'informe qu'il n'y a pas de dortoir et qu'il se dirige vers le point de rassemblement d'où ils partiront pour l'académie de chasse à l'énergie. Arrivé à destination, Zhang interroge Gu sur ses capacités et lui demande s'il peut lui montrer quelques tours. Gu lui dit qu'il n'a aucun pouvoir, mais Zhang ne le croit pas, affirmant que Monsieur Tang est passé par le canal vert pour l'inscrire et qu'il a donc forcément des pouvoirs fous. Alors qu'ils discutent, un homme surgit de nulle part et fait exploser la voiture, demandant à Gu s'il est l'étudiant inscrit selon la rumeur. Zhang s'adresse à lui en tant que frère Chang et lui demande s'il se dirige vers le point de rassemblement. Chang dit à Zhang de se taire et lance un ballon de basket à Gu pour tester ses capacités. Alors que le ballon de basket est sur le point de frapper Gu, celui-ci disparaît soudainement, laissant Chang dans l'incertitude. Zhang utilise sa capacité sur Gu pour le faire flotter et le sauver. Alors qu'il flotte, Zhang l'avertit qu'il ne devrait pas s'en prendre à Chang car il est beaucoup trop fort et c'est presque comme s'il était key-hitting. Alors qu'ils discutent, Chang saute en l'air et tente de les frapper, mais Zhang le sauve une fois de plus en désactivant sa capacité et en descendant au sol. Cependant, ils ne sont pas en sécurité au sol, car Chang les suit et tente de frapper Gu à nouveau. Mais cette fois-ci, une fille surgit de nulle part et crée un mur de glace devant eux. Chang le réduit en miettes et l'avertit de ne pas s'en mêler. Mais la jeune fille persiste, déclarant qu'il intimide un nouvel élève et qu'elle ne le supportera pas. Entendant cela, Chang se moque d'elle et l'embrasse, affirmant qu'elle n'a aucune chance contre lui et passe devant elle pour affronter Gu. Il l'attrape par le visage. Xu lui demande de le lâcher, mais Chang ne l'écoute pas et continue à l'intimider.
Au milieu de tout cela, un professeur apparaît sur place et attaque Chang, qu'il esquive assez facilement. Il provoque alors Chang pour qu'il se batte avec lui s'il en est capable. Cela met Chang en colère et il donne un coup de poing au professeur. Et à sa grande surprise, le coup de poing n'a eu aucun effet sur lui. Il se moque de Chang, déclarant que ses compétences ne sont pas pratiques. Chang l'attrape par le visage et l'écrase au sol, ordonnant à tout le monde de se hâter vers le point de rassemblement. Arrivé au point de rassemblement, Chang demande à Gu pourquoi il ne s'est pas vengé de Chang, alors qu'il l'intimidait littéralement. Alors qu'ils discutent, Xu apparaît sur place et lance une lettre à Gu, assis à côté de lui. Elle se présente alors et propose qu'ils deviennent amis. Gu, cependant, lui demande d'aller chercher quelqu'un d'autre qui pourrait voir ou croire qu'il est plutôt timide. Elle l'interroge alors sur ses capacités de chasseur, lui demandant de montrer quelques tours. Chang s'interpose et lui dit que Gu n'a aucune compétence en matière de chasse et qu'il est totalement novice. Elle ne le croit pas au début, mais Chang parvient à la convaincre que Gu n'est qu'un être humain normal. Gu les interroge alors sur l'énergie de chasse dont il ne cesse de parler et sur la façon dont il l'acquiert, qui montre Chikex, Chang et Xi. Cela fait croire à Xi que Gu est une recrue, et elle se lève pour l'éclairer sur l'énergie de la chasse. Elle lui demande s'il a déjà entendu parler du taoïsme ou de la pratique des clés. Ce dernier lui répond qu'il en a au moins entendu parler, mais qu'il ne sait pas grand-chose. Xi lui explique que le Tao, ou Kai, est le créateur et la source de vie de tous les êtres vivants de l'univers, et qu'il l'appelle l'énergie. Chang complète également cette explication en affirmant que sans énergie, le corps humain ne pourra plus fonctionner et que si toute l'énergie est consommée, ils mourront. Xi lui explique également qu'il existe dans ce monde des êtres humains capables d'emprunter cette énergie à leur entourage et de l'utiliser pour eux-mêmes. Xi commente alors qu'ils sont destinés à se rencontrer et qu'ils devraient former une équipe. Alors qu'ils discutent, Chang remarque des hélicoptères dans le ciel. Leur professeur annonce que les hélicoptères du quartier général sont arrivés et leur ordonne de former des groupes, car ils sont sur le point de partir. En chemin, Xi propose d'appeler leur groupe les Trois Mousquetaires, mais Chang rejette cette idée, la jugeant trop démodée. Elle suggère d'autres noms, comme le Triangle d'Or, mais se heurte à chaque fois à une fin de non-recevoir. Pendant qu'ils discutent, Chang s'interpose et leur demande de se taire, mais il est complètement ignoré par les trois. Xi, quant à lui, ne cesse de suggérer des noms comme les Trois Frères et les Trois Puissants, mais Chang les rejette tous. En attendant, qui a trouvé le nom Uno à partir des initiales de leur nom? C'est ainsi qu'ils décident de nommer leur groupe Uno. Xi devient le chef et Chang le chef adjoint. N'ayant pas d'autre option, ils ont confié à Gu la responsabilité de jeune frère. Le professeur leur ordonne alors de se taire, tandis que le pilote l'informe qu'ils ont perdu le contact avec le quartier général. En entendant cela, le professeur Qin lui demande d'atterrir sur la côte car ils n'ont pas reçu d'autorisation de connexion. En arrivant sur l'île, tout le monde se rassemble autour du professeur Qin qui parle à quelqu'un d'une invasion de l'organisation du crépuscule. Lorsque Gu interroge Siem et Chang sur cette organisation, il lui explique qu'il s'agit d'une organisation maléfique composée de chasseurs d'énergie qui tuent les gens sans même réfléchir. Ici et lui apprend également que la plupart d'entre eux sont impliqués dans des crimes extrêmes et sont recherchés dans le monde entier. Alors qu'ils discutent, une armée apparaît sur les lieux, déclarant qu'ils ont été envoyés par l'Académie pour escorter les étudiants. Selon eux, l'organisation du crépuscule a lancé un attaque de masse et toute l'île est en état d'urgence. Sans réfléchir, le professeur Qin demande aux élèves de monter dans la voiture. Qui sent quelque chose d'étrange chez ce guide mais l'ignore. Alors qu'il se dirige vers le camion, Xi demande à Gu s'il trouve également beau le type qui l'escorte. Zhang, qui entend tout cela, dit à Mokixer qu'il essaie loin d'être beau. En chemin, Gu ressent une douleur soudaine dans la poitrine, mais il l'ignore. L'enseignant Qin, qui est assis à côté du conducteur, se demande pourquoi les lampadaires se sont éteints, et soudain, le conducteur sort une arme en la pointant vers l'enseignant Qin. Le chauffeur tire sur le professeur Qin, ce qui fait paniquer les élèves qui entendent des coups de feu. N'ayant plus d'autre choix, Cheng confronte le garde dans leur cabine et le chasse du camion à coups de pied. Le garde réussit néanmoins à tuer plusieurs étudiants. Alors que Cheng lance une porte vers lui, le garde l'arrête grâce à sa capacité. Les étudiants survivants, quant à eux, parviennent à sortir du camion, y compris Xi, Zhang et Gu. Grâce à sa perspicacité, Xi gèle l'entrée du camion et ordonne aux élèves de se précipiter dans la forêt. Dès qu'ils commencent à courir, elle remarque le conducteur qui a tiré sur Teacher Qin et lui bloque le bras alors qu'il s'apprêtait à tirer. Avec cela, ils ont de quoi aller le plus loin possible. Les imposteurs, eux, sont gravement blessés, Chang ayant réussi à briser les côtes de l'un d'entre eux. Alors qu'ils s'échappent, l'un des survivants déclare avoir vu le sang du professeur Qin sur la fenêtre et qu'il est mort.
Ils suggèrent également que tous les enseignants sont morts. En entendant cela, l'une des filles se met à pleurer, mais Chang lui dit de se taire car il n'y a plus rien à faire. Pendant ce temps, Qui remarque une église à une certaine distance et suggère qu'il s'y rende pour obtenir de l'aide. En arrivant à l'église, Gu se rend immédiatement compte qu'elle est abandonnée depuis un certain temps et qu'il n'y a personne. Alors que Zhang ferme la porte, l'un des élèves se met à pleurer et accuse l'académie d'être responsable de tout cela. Il reproche également à Xi de leur avoir dit de fuir dans la forêt et qu'ils allaient tous mourir. Xi lui répond que c'était dans leur intérêt de fuir dans la forêt, car l'île n'a qu'une seule route, et courir le long de celle-ci signifierait la mort instantanée. Ce dernier tente de calmer tout le monde en affirmant que les professeurs et le pilote sont morts, et qu'ils ne peuvent donc compter que sur eux-mêmes. Xi les motive également en affirmant que même s'ils ne sont pas officiellement entrés à l'académie, ils sont toujours des chasseurs d'énergie. Zhang fait cependant remarquer que même les chasseurs d'énergie ne peuvent rien faire contre une balle, et Xi est d'accord pour dire que leur plus grande menace à l'heure actuelle, ce sont les armes à feu. Elle leur dit également que s'ils parviennent à voler leurs armes, leurs chances de survie augmenteront et l'école finira par envoyer une équipe de secours. Elle leur propose alors d'élaborer une stratégie de survie. Mais Cheng vous embrasse en disant qu'il n'a pas besoin de stratégie et qu'il va les tuer. L'étudiant en pleurs n'est toujours pas convaincu, affirmant qu'ils sont confrontés à l'organisation du crépuscule et qu'aucun d'entre eux n'a la moindre chance contre eux. Pendant ce temps, une balle pénètre dans sa poitrine, effrayant les autres. Les balles ne semblent pas vouloir cesser de pénétrer dans l'immense porte. Mais Gu et les autres parviennent à survivre à cette embuscade et à se cacher. Lorsque les coups de feu cessent, les imposteurs pénètrent dans l'église à la poursuite des étudiants. Grâce à sa capacité, l'un d'entre eux détecte leur position et informe son chef qu'un élève se cache derrière la chaise à 2 heures. Mais le chef l'arrête en disant qu'il veut jouer un peu avec lui. Lorsque Zhang calcule les directions, il se rend compte que c'est lui qui se cache derrière une chaise à 2 heures. Alors que le chef s'approche de Zhang, il se met à prier pour sa vie, et à sa grande surprise, les prières ont fonctionné. Le chef entend le cri d'un autre élève assis à côté de Cheng, et se retourne. Saisissant cette opportunité, elle ordonne à Zhang de procéder selon le plan dont ils ont discuté plus tôt. Et Zhang, effrayé, hésite d'abord, mais il se rend vite compte qu'il n'y a plus d'autre option et qu'il doit se battre. Prenant son courage à 2 mains, Zhang s'approche du chef de l'armée. Mais, comme il est du genre à se laisser aller, il trébuche accidentellement et tombe. Voyant cela, le chef lui donne un coup de pied en disant que s'il veut faire une attaque sournoise, il devrait être un peu plus professionnel. Zhang se met alors à supplier pour sa vie, mais le chef est loin de se douter que Zhang essayait de détourner son attention. Lorsqu'il active sa capacité, la gravité est multipliée par 10 et rend le chef incapable de bouger. Il demande alors l'aide de Xiyu qui ordonne à Gu de rester là et d'attendre son signal, alors qu'elle se précipite pour aider Zhang. Pendant ce temps, les autres soldats qui se tenaient à la porte pointent leurs fusils vers eux, mais Cheng les désarme à l'aide de barres métalliques et lance un étudiant dans leur direction. Il tente ensuite une embuscade aux soldats restants et demande à tout le monde de se détendre et d'assister à la scène. Il bombarde ensuite le soldat d'une série de coups de poing et parvient même à le désarmer, le projetant dans le mur. Pour tuer le soldat, Cheng prend le pistolet et tente de lui tirer dessus, mais, à sa grande surprise, le soldat esquive la balle et contre-attaque, désarme Cheng et parvient même à le coincer en utilisant sa jambe. Cela a choqué tout le monde, car il ne s'attendait pas à ce que Zheng soit vaincu aussi facilement. Pendant ce temps, le chef utilise également sa capacité pour se libérer de celle de Zhang et l'écraser contre le mur. N'ayant plus d'autre choix, Xiu prend un pistolet et le menace de ne pas bouger. Le chef, quant à lui, la complimente et lui suggère de ne pas jouer avec des appareils dangereux. Il active alors sa capacité et fait exploser le pistolet alors que Xiu le tient toujours. Suite à cela, l'autre soldat s'approche de lui et lui demande de s'occuper de cette fille afin qu'il puisse se débarrasser des enfants restants. Le chef est Shu Sikied et il a dû utiliser sa capacité contre de simples enfants. Alors qu'ils discutent, Xiu lance un pic de glace vers lui en déclarant qu'elle ne mourra pas aussi facilement et continue à lancer des pics. Cela provoque le chef et active sa capacité à l'achever en la bombardant de tirs. Il parvient à les éviter tous, mais elle remarque immédiatement qu'un des soldats se dirige vers Zhang, qui est inconscient. Zhang, quant à lui, fait semblant d'être inconscient pour que le soldat s'approche de lui et puisse le surprendre. Il est déçu de constater que le soldat s'est arrêté à mi-chemin et a pointé son arme dans sa direction. Alors que le soldat s'apprête à lui tirer dessus, il doit tirer un coup de feu en direction du soldat pour détourner son attention. Pendant ce temps, Zhang active sa capacité et flotte dans les airs avant de recevoir un coup de pied, mais il parvient tout de même à toucher le soldat et à activer à nouveau sa capacité.
Xia parvient également à réduire la distance qui la sépare du chef, en lui demandant où il regarde. Après l'avoir figé grâce à son pouvoir, elle ordonne à Gu de s'enfuir et de demander de l'aide à l'académie. Zhang a également réussi à capturer le soldat et demande à Gu de courir aussi vite que possible car il ne pourra pas tenir plus longtemps. Pendant ce temps, Xiyu se moque de son chef en affirmant que leur plan a réussi et qu'ils ne pourront pas s'enfuir avant l'arrivée des renforts. Cependant, le chef semble plutôt calme et se moque. Il l'embrasse en retour, la complimente sur ses capacités et affirme qu'il n'y a plus de vente aux enchères maintenant. Il utilise alors ses capacités et se libère de la glace, capturant Xia au passage. L'autre soldat a également réussi à s'échapper et tire sur Zhang alors qu'il dit à Gu de le laisser derrière lui et de s'enfuir. Voyant cela, Xiyu perd le contrôle, se libère de l'emprise du chef et lui tend une embuscade avec tout ce qu'elle a. Mais le soldat lui tire dessus également, mettant fin à sa vie. Témoin de tout cela, il se dit « Pourquoi cela lui arrive-t-il à chaque fois ?» Il ne peut que regarder les gens mourir de côté et ne peut rien faire pour les sauver. Le Rubik's Cube qu'il tient dans sa main se met alors à briller et se téléporte dans un endroit mystérieux où il voit Lu Yang jouer avec sa grand-mère, Xia, Zhang et Chang se disputer entre eux pour savoir qui fera voler le cerf-volant. Alors qu'ils se battent, la corde du cerf-volant se rompt et il tombe juste à côté de Gu. Il lui demande de ramasser le cerf-volant pour eux, mais Gu est incapable de bouger car il est trop fatigué. Au milieu de tout cela, une autre Guxing surgit de nulle part et le salue, déclarant qu'ils se sont enfin rencontrés. Si-Yun ramasse le cerf-volant et le lance au loin, demandant à Gu si c'est ce qu'il a voulu faire toute sa vie. Gu, cependant, semble désemparé lorsque l'autre Gu affirme qu'il veut voler librement, mais qu'il n'a pas la capacité de se faire pousser des ailes. Il suggère ensuite à Gu de se laisser pousser un corps plein de pointes. Entendant tout cela, Gu l'interroge sur son identité, ce à quoi l'imposteur, Gu, répond en affirmant qu'il est lui, le Gu qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Il ajoute qu'il a toujours été jaloux de la famille des autres, de leur talent et de leur bonheur. Gu lui dit de se taire. L'imposteur lui répond que la jalousie ne sert à rien et qu'il vaut mieux se transformer en hérisson et blesser tous ceux qui s'approchent de lui, en désignant les personnes qui ont essayé de s'approcher de lui, mais qui ont été tuées au cours de l'opération. En entendant cela, des larmes commencent à rouler sur ses joues et il ordonne à l'imposteur de se taire. L'imposteur, lui, continue de se moquer de lui, déclarant qu'il n'aura pas d'autre chance de se confesser, qu'il n'aura pas d'autre chance de s'excuser, et que tout cela est dû à son incompétence. Gu pleure d'autant plus qu'il lui dit qu'il a toujours travaillé dur, mais qu'il ne sait pas comment l'exprimer. L'imposteur lui demande ensuite ce qu'il veut faire, ce à quoi Gu répond qu'il veut les protéger, et c'est pourquoi il souhaite qu'un miracle se produise. L'imposteur se fait alors pousser des ailes noires et commence à voler, demandant à Gu de l'accepter et qu'il est temps de tout reprendre. Après que Gu lui a donné la main, il revient à la réalité où les soldats discutent de la possibilité de l'achever. Soudain, la mystérieuse vague surgit de Gu et brise les vitres de l'église. Les soldats se rendent immédiatement compte que quelque chose se passe souvent et décident de le tuer en activant leur pouvoir. Alors que les capacités sont sur le point de frapper Gu, ses yeux deviennent noirs et il arrête la balle et le coup de feu à main nue. Il tend alors une embuscade au soldat et le vainc sans effort en lui saisissant le visage et en l'écrasant au sol. Le chef, quant à lui, tente de lui tirer dessus. Mais les balles s'arrêtent à mi-chemin car Gu détourne son attention vers lui. Il active alors une technique mystérieuse, les âmes inflammatoires sombres, et sur ce, des ombres noires entourent le chef tandis que Gu s'approche de lui et le saisit par le cou. Cependant, il est choisi pour témoigner que le chef n'est autre que Long Uxi. Profitant de la légère pause, Long Uxi endort Gu à l'aide de sa capacité et signale à l'académie que l'examen est terminé, en demandant une autorisation immédiate. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance de l'académie de chasse à l'énergie, le professeur Shin et les autres observaient tout cela jusqu'à ce que toutes les caméras à sténopée soient soudainement détruites. L'enseignant Shin ordonne d'envoyer quelqu'un pour enquêter sur la question, faisant remarquer que les élèves de cette année sont excellents et qu'ils ne peuvent pas se permettre de les perdre. Au milieu de tout cela, un autre professeur lui signale que l'examen s'est terminé et que tous les étudiants de 3e année qui jouaient le rôle du tueur sont blessés. Cela montre que le professeur Shin ne s'attendait pas à ce que Long Uxi soit également blessé. Après que les élèves ont été amenés à l'académie, ils ont été mis au courant de tout. Ensuite, Gu et les autres ont déjeuné à la cantine de l'académie. Zhang mange comme s'il n'y avait pas de lendemain. Lorsque Xia l'interroge à ce sujet, il lui dit qu'ils ne vivront peut-être pas jusqu'au lendemain et qu'ils doivent donc profiter de la vie. Elle interroge alors Gu sur sa mort, ce à quoi il répond qu'il ne se souvient que du visage de Long Uxi. Cela met en valeur Si car apparemment, Long Uxi avait utilisé la magie illusoire sur tout le monde.
mais Gu était toujours capable de voir son vrai visage. Alors qu'ils s'interrogent à ce sujet, il se souvient que Xi Odu a également pu voir le visage de Long Uxi lorsqu'elle l'a complimenté au début, et s'aperçoit avec stupéfaction que Xiaodu est immunisé contre la magie illusoire de Long Uxi. Elle lui demande alors si elle a pu voir la scène des fusions de sang, ce à quoi Xiaodu répond qu'elle a pu voir tous ces gens se faire tirer dessus, mais qu'il n'y avait pas de sang. Alors qu'ils discutent, une annonce est faite au sujet d'un couple disparu lors de l'Air High Lake Tourisme. En entendant cela, Zhang fait remarquer que le couple disparu était également professeur à l'académie, ce qui choque Xi car les professeurs sont tous des chasseurs de haut niveau, et les tuer ne doit pas être si facile. Zhang leur dit ensuite qu'ils ont été attaqués par des disciples de la mort. Ensuite, tous les étudiants de première année sont invités à se rassembler dans la salle de diffusion, après avoir terminé leur repas. En arrivant dans le hall, une enseignante se présente sous le nom de Sui, et leur souhaite la bienvenue à l'académie. Elle les informe ensuite que les élèves seront répartis en 4 classes, en fonction de leurs aptitudes, A, B, C et D. Elle leur dit également qu'il existe une classe S exclusive pour les élèves comme Long Uxi, et que ces élèves sont choisis directement par le conseil. L'enseignant leur pose ensuite des questions relatives à la théorie de la chasse à l'énergie, à l'apport d'énergie et à la libération d'énergie, auxquelles les élèves répondent avec assurance. Après avoir entendu leurs réponses, le professeur Sui explique ces choses plus en détail. Elle commence la discussion en expliquant la capacité de chasse de Xi, connue sous le nom de courant noir. Elle explique qu'en raison des différences physiques dans le talent naturel, la libération d'énergie de chaque chasseur d'énergie est différente. Le monde de la chasse à l'énergie est divisé en 7 catégories, dont le courant sombre, le flamboiement de l'or et d'autres. Les chasseurs comme Seiya, connus sous le nom de courant noir, sont capables de contrôler les éléments, et l'un des examinateurs qui les a combattus fait également partie de cette catégorie. Après avoir expliqué le courant noir, elle leur parle des chasseurs qui entrent dans la catégorie des flammes d'or, en précisant que ces chasseurs sont toujours en colère. En entendant cela, Sheng se met en colère, car il appartient lui aussi à cette catégorie. Elle explique également que ces chasseurs peuvent modifier la structure atomique de leur corps et faire preuve d'une puissance explosive. Afin de les expliquer correctement, elle compare les chasseurs de courant sombre à Scarlet Witch et les chasseurs de courant doré à Hulk. Sheng se sent jaloux de tout cela et s'enquiert de sa catégorie de chasseurs. Mais le professeur Sui lui demande d'être patient car ils discuteront de tout cela dans l'ordre. Elle leur parle ensuite des chasseurs d'énergie vert foncé, spécialisés dans la guérison et la réincarnation, en donnant l'exemple d'un chasseur qu'ils ont rencontré pendant l'examen. En entendant cela, Qi se dit que si ces chasseurs peuvent guérir les gens, peuvent-ils aussi guérir Lu Yang? Mais le professeur Sui répond immédiatement à sa question en expliquant que ces chasseurs ne peuvent guérir que des blessures mineures et ne peuvent pas ramener les morts à la vie. Elle ajoute que l'examinateur qu'ils ont combattu avec l'énergie vert foncé possède également un autre type de chasseur d'énergie appelé jade bleu. Cette émission démarre lorsqu'il lui demande curieusement si les gens peuvent posséder 2 capacités à la fois. Le professeur Sui lui répond qu'il y a des chasseurs qui possèdent même 3 capacités à la fois, mais qu'ils sont très rares. De plus, elle révèle que sa capacité à chasser est également du jade bleu, précisant que ce type de chasseur n'est pas efficace lorsqu'il s'agit de bataille, mais qu'ils sont capables de détecter une certaine gamme de flux d'énergie qui est utilisée pour les enquêtes. Ils peuvent également renforcer l'énergie de chasse de leurs coéquipiers, ou affaiblir l'énergie de chasse de leurs ennemis dans une certaine mesure. Elle les interroge ensuite sur l'énergie de chasse de Long Uxi, qui répond à ces questions en disant qu'elle possède l'énergie de chasse au mirage violet. Le professeur Sui l'apprécie et leur dit que les utilisateurs de l'énergie de chasse au mirage violet peuvent utiliser leurs yeux pour envahir et attaquer les esprits. Les utilisateurs de mirage violet primaire peuvent affecter votre conscience dans une certaine mesure et limiter vos capacités. Le mirage violet intermédiaire peut créer un certain degré d'hallucination. Entre-temps, les utilisateurs avancés peuvent même envahir votre cerveau et vous contrôler complètement. En entendant tout cela, Xia commente que c'est la raison pour laquelle ils ont pris Long Uxi pour un bel homme, à l'exception de Xiaotu. Il est enfin temps de parler de l'énergie de chasse de Zhang. Il appartient à l'énergie de chasse de la lune blanche et, selon le professeur Su, la lune blanche est l'énergie de chasse la plus profonde. De plus, les chasseurs d'énergie primaire de la lune blanche peuvent manipuler le temps et la gravité selon leur volonté. Lorsque Zhang l'interroge sur le stade avancé, elle lui répond qu'il n'y a jamais eu de cas de ce type. Mais en théorie, les chasseurs de la lune blanche devraient être capables de voyager dans le temps. En entendant cela, Zhang demande à tout le monde de s'adresser à lui en tant que Dior Belin, ce qui fait rire tout le monde. L'enseignante Sui conclut la séance en déclarant qu'elle a abordé tous les types de chasse à l'énergie. Mais Zhang s'interpose et lui rappelle qu'elle a oublié d'expliquer ce qu'est le noir.
Le professeur Sui lui jette un regard froid et lui explique que les ténèbres noires sont censées être une combinaison des 6 énergies de chasse, mais qu'il n'y a pas un seul individu qui possède ce type d'énergie de chasse, et qu'il ne s'agit donc que d'une théorie. Elle ajoute qu'il est rare de posséder ne serait-ce que 3 énergies de chasse, et qu'il est impossible de posséder les 6 énergies, ce qui est un exploit que seuls les dieux peuvent réaliser. Elle ajoute à son explication que l'autre possibilité pourrait être les démons. Sur ce, le professeur Sui conclut enfin la session, et dit à chacun de profiter de son dîner et de son séjour à l'académie de chasse à l'énergie. Après le dîner, les étudiants sont retournés dans leur dortoir pour se reposer. Alors que Zhang s'endort profondément, il ouvre un paquet contenant un iPhone flambant neuf. Il comprend immédiatement que son 3e oncle a dû l'acheter pour lui. Il y a aussi une lettre à l'intérieur que son oncle avait écrite pour lui. Dans sa lettre, son oncle affirme qu'il ne lui a rien acheté de cher pendant toutes ces années, et que, maintenant qu'il étudie dans une école prestigieuse, il veut qu'il soit beau pour que les gens ne les regardent pas de haut. Il s'excuse alors auprès de lui au nom de sa tante, en expliquant qu'elle est de mauvaise humeur et qu'elle a la langue bien pendue, mais tout cela est dû à sa propre incapacité à lui fournir ce qu'elle mérite. En outre, il lui dit que de tous ses oncles, c'est sa grand-mère qui s'est le plus occupée de lui, même s'il n'était pas le plus brillant, mais que tu es différent car tu as un bel avenir devant toi, et que si tu étudies dur, ta grand-mère sera contente au paradis. Cela fait pleurer Gu qui se souvient que son oncle ne s'est rien acheté depuis des années. Ensuite, il entend un bruit à l'extérieur de la fenêtre et remarque une bande de papier. Dans cette bande, quelqu'un lui a demandé de venir à la serre car il connaît la personne qu'il recherche. Voyant cela, Gu se précipite immédiatement vers la serre où il trouve un homme qui se présente comme Zhang Yu, de la classe S. Après que Gu lui a serré la main à contre-cœur, Zhang lui demande de se calmer car il souhaite simplement rencontrer la personne pour laquelle il a emprunté sa voiture de sport pour une longue période. Cela inquiète Gu, car c'est à cause de lui que Zhang a démoli la voiture. Mais Zhang le rassure en lui disant que ce n'est pas un problème, car il peut tout faire pour Yuxi, et qu'il se soucie des gens auxquels elle tient. Gu ne comprend pas ce que Zhang veut dire et l'interroge à ce sujet. Zhang lui dit qu'il se soucie de lui, et que c'est pour cette raison qu'il a fait des recherches sur ses antécédents. Il sort ensuite un fichier contenant les données de la personne recherchée par Gu et le lui remet. Il propose qu'ils discutent d'abord des conditions. En entendant cela, Gu lui dit qu'il fera tout pour mettre la main sur cette information, ce qui montre que Skix-Zhang est embarrassé. Il révèle alors que la condition est que Gu ne puisse pas courir après Long Yuxi. Gu lui répond qu'il n'a pas l'intention de courir après Long Yuxi, mais Zhang lui dit qu'elle semble vraiment intéressée par lui. Gu cependant le rassure en lui disant qu'il ne poursuivra pas Long Yuxi, quoi qu'il arrive. Entendant cela, Zhang lui remet le dossier. En voyant le dossier, Gu reconnaît immédiatement la personne comme étant celle qui est décédée récemment dans son lycée. Zhang lui raconte que Yuchun et Pu Yanhui étaient jeunes mariés et qu'ils étaient également professeurs dans cette académie. Gu s'inquiète et demande à Zhang s'ils sont morts. Leur situation est alors désespérée. Cependant, Zhang le rassure en lui disant que Yuchun n'est pas mort et qu'il a simplement disparu, sa femme étant dans le coma. Dès qu'elle se réveillera, ils pourront peut-être vous localiser. En entendant cela, Yu fait ses adieux et s'en va. Dès qu'il s'endort, il rêve du même endroit que celui où il a rêvé lorsque Long Yuxi l'a assommé. Mais cette fois-ci, il se rend compte qu'il est en train de rêver et que ce n'est pas réel. La personne présente lui dit que la vie est courte et amère, et qu'il n'y a donc pas de différence entre le rêve et le réveil. Gu ne comprend pas ce qu'il essaie de dire, et lui pose des questions. L'homme lui conseille de ne pas faire la tête et de rester heureux. Il lui demande ensuite s'il est inquiet pour Lu Yang ou pour l'examen de chasse à l'énergie de demain, ce qui montre que Seka est bu. Et il lui demande comment il peut le savoir. L'homme lui répond qu'il a vécu assez longtemps pour tout savoir. Il conseille ensuite à Bu d'être un peu plus détendu et de s'allonger de temps en temps, en poussant Gu vers le bas de la statue, et dès qu'il tombe, il se réveille dans la vraie vie pour voir Zhang à poil. 1 heure plus tard, après que Zhang et Gu ont revêtu l'uniforme, Zhang demande à Bu de quoi il a l'air, mais il est tellement obtus qu'il ne remarque pas que Gu est encore plus beau. Ils se rendent ensuite tous deux au centre d'examen, mais ils sont très nerveux. En arrivant sur ce site, Zhang dit à Gu que si vous êtes placé dans la classe D, votre avenir est condamné car vous ne pouvez aller qu'aux stations d'observation des allées et passer toute votre vie à ne rien faire. Inquiet, Gu l'interroge sur le sort de ceux qui n'ont pas d'énergie. Ce à quoi Zhang répond qu'ils sont renvoyés et subissent un lavage de cerveau, ce qui fait qu'ils ne révèlent rien. Il incite ensuite Gu à avoir confiance en lui, car il est une recrue et un étudiant spécial, et qu'il doit avoir des capacités particulières. Alors qu'ils discutent, ils entendent une bagarre entre quelques filles, donc Sia. Zhang leur propose d'aller voir ce qui se passe, mais Gu refuse.
Pendant ce temps, Xia protège Xiaotu, car certaines filles l'intimident à cause de son physique. Elle leur dit qu'elles n'ont pas le droit de juger quelqu'un sur son apparence et que Xiaotu deviendra encore plus belle qu'elle si elle perd du poids. Après quelques chamailleries, le professeur arrive et les calme. Ensuite, tous les élèves se rendent à l'installation où leur énergie de chasse sera examinée. Le professeur leur demande de placer leurs mains sur la machine qui classera automatiquement leur énergie de chasse. Zhang est le premier à être appelé et place sa main sur la machine. À sa suite, Xiaotu et les autres élèves sont également appelés un par un. Pendant ce temps, Gu attend impatiemment son tour. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé.